chercheuse à la chaire en fiscalité et finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui à notre première activité. Mais première activité de l'année veut aussi dire que je veux vous souhaiter nos meilleurs vœux pour l'année 2024 de la part de toute l'équipe de la chaire en fiscalité et finances publiques. Aujourd'hui, c'est moi qui vais agir à titre d'animatrice pour l'événement, donc pour l'activité. Mais juste avant de débuter, on prend quelques minutes pour visionner ensemble les capsules vidéo de nos partenaires financiers, l'Ordre des CPA du Québec et l'Association de planification fiscale et financière. Bonjour à vous tous. Je suis Maurice Mongrain, président-directeur général de l'APFF. Nous sommes heureux, fidèles à la tradition, d'être à nouveau partenaires financiers de cet événement qui est devenu un incontournable, le bilan de la fiscalité préparé par la chaire, le bilan pour l'année 2024. Alors, je vous souhaite un bon événement et au plaisir de se revoir pour la prochaine édition. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Il me fait plaisir de vous parler aujourd'hui pour amorcer l'édition 2024 du bilan de la fiscalité au Québec. Comme chaque année, nous aurons la chance de voir concrètement comment a évolué la fiscalité et quels sont les indicateurs importants pour l'année à venir. Chose certaine, les Québécoises et les Québécois n'ont pas fini d'entendre parler de finances publiques, alors que les professionnels, le milieu académique et les gouvernements se mobilisent pour trouver des solutions. Ces solutions doivent maintenant inclure des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, car ces enjeux sont indissociables d'une économie pérenne. J'en profite pour vous assurer de la collaboration des 41 000 CPA du Québec dans vos efforts de recherche et d'innovation pour aborder cette nouvelle réalité économique et fiscale. Sur ce, je vous souhaite une excellente présentation et une très belle année 2024. Alors, un grand merci à nos deux partenaires fidèles et précieux partenaires financiers. On est donc ici pour le lancement de l'édition 2024 du bilan de la fiscalité au Québec. Je tiens à préciser qu'il s'agit de notre 10e édition du bilan qui est dans la 20e année d'existence de la chaire. Donc, je ne veux pas refaire l'histoire de la chaire aujourd'hui, mais ceux et celles qui sont curieux pourront aller voir notre première publication à la chaire qui s'intitulait « Mesures de progressivité et incidence des réductions d'impôts sur le revenu ». Dans ce document-là, si vous le feuilletez, vous allez voir des images qui sont en fait les ancêtres d'images, de graphiques qu'on trouve encore aujourd'hui dans le bilan. Donc, c'est un peu ça le bilan, il y a 10 ans, mais ça fait 20 ans qu'on le bâtit. Donc, c'est une expertise qui se développe. On ajoute ça dans le bilan quand ça concerne la fiscalité. Donc, ça va continuer à être ça. Il va s'enrichir année après année, comme ça s'est déjà fait depuis déjà 20 ans. Donc, 10 ans, mais qui mijote depuis 20 ans. J'arrête ici. Ça va être Luc Godbout, titulaire de la chaire et prof de fiscalité à l'université, ainsi que Tommy Gagné-Dubé, professeur de fiscalité aussi, et chercheur à la chaire, qui vont vous parler du bilan. Mais juste avant, on accueille avec grand plaisir M. Éric Girard, ministre des Finances. Je vous rappelle qu'en tant que ministre des Finances, M. Girard est aussi responsable de Revenu Québec. Donc, le lien avec la chaire en fiscalité et finances publiques est assez évident. Donc, il a accepté encore cette année d'être notre conférencier d'honneur. On en est très heureux. Il va y avoir une période de questions sur si, normalement, M. Girard, s'il ne parle pas trop longtemps, il va y avoir une période de questions. Vous pouvez dès lors les inscrire dans le questions et réponses de Zoom. Des questions qui vont porter soit sur sa présentation, soit sur le bilan de la fiscalité. Donc, moi, je vais vous faire votre porte-parole pour ces questions-là. Alors, je vous cède la parole, M. Girard. Merci beaucoup et c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici. Je pense que pour ma part, c'est ma 6e participation et nous sommes vraiment, tout le ministère des Finances se joint à moi pour remercier la chaire pour ses excellents travaux. Et j'en profite aussi pour remercier l'ensemble des chercheurs québécois. On a plusieurs chaires de recherche de grande qualité. Et la participation des chercheurs, des étudiants, l'intérêt des journalistes, des chroniqueurs pour les finances publiques et l'économie québécoise, c'est extrêmement important et c'est une chose qu'on valorise au ministère des Finances. Alors,
merci à la Chaire particulièrement et merci à tous ceux qui participent à nos consultations. Et avec le bilan de la fiscalité vient, on coordonne le lancement des consultations publiques pour le budget 24-25 et c'est donc un plaisir de faire cette coordination pour une 6e année. Alors, je ne ferai pas d'éléments de conjoncture sur l'état des finances publiques. Comme vous savez, nous venons de publier le rapport trimestriel. Nous sommes passés au niveau des finances publiques d'un rapport mensuel à un rapport trimestriel qui est beaucoup plus complet et qui montrait qu'avec le ralentissement économique, il y a un ralentissement des revenus autonomes. Mais je ne commenterai pas spécifiquement sur l'état des finances publiques aujourd'hui. Ce que j'aimerais dire au départ, c'est que oui, il y a une modération de la croissance économique et de l'inflation qui est attendue. Le Québec est dans une période que je qualifierais de stagnation, c'est-à-dire qu'on n'a pas de croissance et on a une inflation qui est plus élevée que la cible de la Banque du Canada de 2 %. Et là, on a une modération. On sait que le 3e trimestre était légèrement négatif. Le 4e trimestre part positivement, mais c'est vraiment... mon point ici, c'est que c'est vraiment l'évolution de l'économie et de l'inflation en 2024 qui va déterminer la vitesse à laquelle la Banque centrale va pouvoir réduire les taux d'intérêt. Alors, c'est un consensus qu'il y aura des baisses de taux d'intérêt en 2024, mais est-ce que celles-ci seront au début du 2e trimestre, au printemps, au début du 3e trimestre, à l'été, à l'automne? C'est vraiment l'évolution de l'économie et de l'inflation qui va déterminer le moment de cet assouplissement monétaire. Et c'est cet assouplissement monétaire qui va permettre la relance de l'économie. Il n'y a aucun geste que la politique fiscale pourrait faire à court terme qui aurait l'impact sur l'économie qu'aura une réduction des taux d'intérêt au niveau de la Banque centrale. Donc, si le début de l'année amenait une croissance négative, on aura des baisses de taux rapidement. Si on a une convergence vers la cible de 2 % de l'inflation, on aura des baisses de taux plus rapidement. Au niveau des taux d'intérêt, évidemment, tout le monde sait que le taux directeur est passé de 50 points de base à 5 % d'une façon très rapide. Est-ce que ça s'est amorcé en 2022? Et puis, il y a tout un débat entre les économistes. Est-ce que la Banque centrale aurait dû réagir plus tôt? Parce qu'au début, on percevait le changement de tendance, mais les banques centrales ont attendu et lorsqu'elles ont commencé, les ajustements se sont faits rapidement. Ce dont on parle moins, c'est évidemment les taux obligataires à plus long terme. Et c'est important parce que pour le Québec, qui a approximativement plus de 200 milliards de dettes nettes, notre coût de financement durant la pandémie avoisinait 1,5 à 2 %. Or, l'an dernier, on a touché jusqu'à 4,85 % dans notre coût de financement à 10 ans. Alors, si je simplifie, en moyenne, durant la pandémie, on se finançait à 2 % et aujourd'hui, on se finance à 4 %. Et évidemment, la pandémie a amené des déficits et plus de dettes. Et notre service de dette en dollars absolus est passé de 8 milliards en 2019-2020 à 10 milliards en 2022-2023. Et ça, c'est extrêmement significatif. Et pourquoi est-ce que c'est significatif? Bien, pour 2 raisons. D'une part, notre coût marginal de financement, et puis là, j'ai mis une équation, je suis sûr que tout le monde essaie de la résoudre pendant que je parle, mais notre coût marginal de financement est plus élevé que notre coût moyen. Et ça, c'est une donnée qui est importante, mais plus important encore, parce qu'il y a un débat au niveau des économistes, des politiciens, des chroniqueurs. Et puis ce débat-là, si vous lisez le Financial Times, il a lieu en Angleterre, en Europe, aux États-Unis, au Canada, mais aussi au Québec.
Et puis, lorsqu'on regarde la dynamique des finances publiques, de l'augmentation de la dette. Puis là, on est sur une base annuelle, mais évidemment, ça se fait normalement en temps continu. Alors, ce serait le fameux R-G de la dynamique de la croissance de la dette d'un pays. Mais ce qu'on voit, c'est que notre coût marginal de financement est présentement plus élevé que la croissance du PIB nominal anticipée pour les prochaines années. Et ça veut dire un élément qui est extrêmement important, c'est que la croissance ne permettra pas à elle seule de corriger une trajectoire donnée de finances publiques. Alors, c'est le R-G qui devient positif, qui amène une dynamique où, toutes choses étant égales par ailleurs, le niveau de dette PIB va augmenter, à moins que vous corrigiez avec la partie gauche de l'équation qui dit essentiellement que votre niveau de revenus moins dépenses, incluant les dépenses en capital, doit être positif. Ça ferait, je pense, pour les gens de la chaire, une excellente question d'examen et pour les gens du ministère des Finances, une excellente question dans un processus d'entrevue. Alors, je suggère cela. Et là, ici, ce graphique-là, c'est probablement le plus important de ma présentation. C'est l'évolution à long terme des dépenses totales. Puis oui, j'aurais pu prendre les dépenses excluant les dépenses d'un taux d'intérêt, puis j'aurais pu prendre les revenus autonomes excluant les transferts fédéraux, mais j'ai choisi de prendre les revenus totaux et les dépenses totales du gouvernement du Québec en proportion du PIB québécois. Et ce qu'on voit, c'est que les dépenses totales qui, avant notre arrivée au pouvoir, mais avant la pandémie, étaient à 24,4 % ont augmenté jusqu'à 28 % du PIB durant la pandémie. Et maintenant, cette proportion-là était l'année dernière à 26,7 %. Et puis là, on avait une projection dans la mise à jour où on convergeait vers 25 % et donc il y avait un effort supplémentaire de 0,6 % du PIB qui serait nécessaire pour revenir au niveau. Alors, dans le fond, tout ce que je veux mentionner, c'est que la pandémie a amené un niveau de dépenses plus élevé en dollars absolus, mais aussi en proportion de l'économie, et qu'à long terme, on devra converger vers un poids qui correspond à ce qu'il était avant la pandémie. On voit qu'au niveau des revenus, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Pourquoi? Mais parce que le gouvernement a choisi sciemment de réduire le fardeau fiscal des Québécois. Et nous étions donc à 26,1 % de revenus totaux en proportion de l'économie. Et nous sommes revenus à ce niveau. Alors, l'ajustement au niveau des revenus a été fait parce que le gouvernement a choisi de remettre de l'argent aux contribuables, ce qui a permis de protéger le pouvoir d'achat. Mais au niveau des dépenses, on voit que le niveau élevé des dépenses de la pandémie, c'est un état qui demeure. Alors, je suggère qu'il y aura nécessairement, à moyen terme, des taux de croissance moins élevés au niveau des dépenses, puisqu'on a un niveau de dépenses qui est plus élevé. Pour revenir à un poids correspondant dans l'économie, on aura nécessairement un taux de croissance moins élevé qui permettra d'avoir un cadre financier qui est solide, qui assure un cadre financier qui est solide à long terme, qui est prudent et responsable, qui permet le financement adéquat des grandes missions de l'État à long terme et qui, d'un point de vue de la conjoncture, collabore avec la politique monétaire pour permettre ce que je disais qui était le geste le plus important qui pourrait être fait pour stimuler la croissance économique, c'est-à-dire une réduction des taux d'intérêt. Également, je fais l'hypothèse que la modération des dépenses aide aussi à réduire les besoins de financement au moment où le coût marginal du financement est élevé et où tout le monde a des besoins de financement élevés. Et donc, au moment où la demande de capital est élevée et le prix du capital est élevé,
bien contenir son programme de financement est une stratégie appropriée. Bon, au niveau des revenus, puis là, je réfère au bilan de la fiscalité 2024, excellent document que j'ai pu consulter. Bien, c'est les données de 2022. On voit que le Québec demeure la province avec le fardeau fiscal le plus élevé, la pression fiscale. Et puis, évidemment, encore une fois, au niveau de la comparaison interprovinciale, on voit que l'impôt sur le revenu des particuliers, le Québec est numéro 1. Et puis, si nous estimons au ministère des Finances que l'effet de la baisse d'impôt est approximativement de 0,3 %. Et puis, comme c'est venu en 2023, bien, il est possible que le 38,9 soit approximativement 38,6. Mais pourquoi avons-nous choisi de réduire les impôts? Alors, je rappelle que d'une part, la manière dont nous l'avons fait était basée sur des recherches faites par, par exemple, des gens qui travaillent à la chaire. C'est-à-dire qu'on a identifié que l'endroit, puisque les Québécois sont les individus qui supportent le fardeau fiscal le plus élevé, que l'endroit, contrairement à ce que tout le monde pense, que c'est les riches qui payent beaucoup plus d'impôts, les riches québécois qui payent beaucoup plus d'impôts que les riches, par exemple, d'autres provinces. Non, c'est le fardeau fiscal, c'est l'ensemble des Québécois. C'est au niveau de 50, 70 000 $ que le fardeau fiscal relatif des Québécois est beaucoup plus élevé qu'en Ontario, d'où la nécessité de réduire les deux premiers paliers. Alors, pourquoi on a fait ça? On a fait ça pour deux raisons. D'une part, pour des raisons structurelles, pour stimuler le potentiel de l'économie à long terme, pour stimuler l'offre de travail à long terme, mais aussi de manière conjoncturelle, pour protéger le pouvoir d'achat des Québécois face à la hausse du coût de la vie. Et encore une fois, j'aurais pu référer aux travaux de la chaire, aux travaux de Pierre Fortin, avec qui a été professeur pour Suzy et moi il y a très longtemps, mais ces chercheurs-là ont montré que les gestes du gouvernement, le fait que le marché du travail au Québec est plus serré, les hausses de salaire ont été plus élevées, que l'économie est restée relativement dynamique à travers les fluctuations de la pandémie, mais que nous avons réussi en moyenne à protéger le pouvoir d'achat des Québécois et que, bien sûr, autour d'une moyenne, il y a une dispersion et que tout le monde n'a pas le même traitement, mais en moyenne, toute proportion gardée, le pouvoir d'achat des Québécois a été mieux préservé que le pouvoir d'achat des Canadiens. Une partie de ça, c'est ce qui se passe dans le marché du travail. L'autre partie, c'est les décisions du gouvernement. Alors, je vais un peu plus rapidement pour vous rappeler que récemment, avec la publication de la mise à jour, il y a eu un travail extrêmement important qui a été fait au niveau de la maximisation du potentiel économique du Québec. 22 experts du milieu universitaire et financier ont participé. Les mémoires sont en ligne. On a publié un document. Les recommandations sont extrêmement intéressantes. Et tout ça vise à mieux définir nos actions pour qu'elles soient cohérentes avec notre objectif que nous avons établi, qui est de éliminer, d'abord réduire, ensuite éliminer sur une période de 15 ans l'écart de richesse mesuré par le PIB par habitant. Et puis oui, il y a d'autres mesures qui peuvent être utilisées, mais c'est celle-là la plus probante. Et que cet écart-là est passé de 16 à 13 %. Mais je pense qu'on voit sur le graphique, on le sent, je tiens à souligner que c'est un objectif qui est extrêmement ambitieux. Et qu'est-ce que les chercheurs nous ont dit? Ils nous ont dit que, bien sûr, il faut améliorer la participation au marché du travail, puis on sait où on peut faire mieux. On peut faire mieux au niveau des travailleurs d'expérience, mais on peut aussi faire mieux au niveau du taux de participation, au niveau des immigrants. On a des clientèles particulières où on peut faire mieux.
On a le support, que je dirais, au niveau de la recherche pour que réduire le fardeau fiscal des particuliers stimule le potentiel de l'économie. Il y a toute la question de ce que j'appellerais le résidu de solo, la partie inexpliquée. Oui, on travaille sur le capital puis le travail, mais il y a toute la question du climat d'affaires, l'environnement d'affaires, où on peut faire mieux. Il y a tout le travail qui doit être fait au niveau de encourager nos entreprises à compétitionner, à performer, à dominer, je ne sais pas si c'est le bon terme, sur les marchés canadiens, les marchés nord-américains, les marchés internationaux. On veut, dans le fond, que les entreprises qui ont leur centre de décision ici soient en croissance et plus les entreprises sont en croissance, exposées à la compétition, plus elles grandissent, plus elles innovent, plus elles investissent. Et finalement, d'autres chercheurs nous disent que si on ne faisait qu'une chose, il faudrait continuer à toujours valoriser l'éducation et la formation. Et l'ancien recteur de l'Université de Montréal, M. Robert Lacroix, nous a bien fait comprendre qu'il y a un groupe qui fait moins bien au niveau des taux de diplomation, et c'est les garçons francophones, et qu'on doit agir extrêmement tôt pour avoir un impact sur les résultats de ce groupe, et donc que tout pourrait se passer de la naissance à l'âge préscolaire. Alors qu'on pense souvent là, qu'on ne dit pas investir à l'université ou au cégep, mais que les recherches de M. Lacroix, de Catherine Eck et de ses chercheurs montrent que plus on investit tôt, plus l'impact, plus le levier est important. Bon, là, je vois le temps passer, puis je veux conclure. Ça, c'est un graphique qui est extrêmement controversé. J'aurais pu faire omission, puis à chaque fois que je le montre, je reçois des critiques. Je pense que parfois, mon rôle, à moi, c'est de donner l'heure juste. L'autre jour, j'ai voulu expliquer qu'une récession technique, c'est pas une récession si la faiblesse n'est pas généralisée. J'ai reçu des critiques. Le service public, c'est un privilège, ça nous expose à certaines critiques. Et tout ce que ce graphique-là dit, c'est que dans l'écart de richesse entre le Québec et l'Ontario, ce n'est pas les régions du Québec qui sont en retard avec l'Ontario, c'est la grande région métropolitaine de Montréal qui est en retard sur la grande région métropolitaine de Toronto. Et ce phénomène-là, il est partout. Il est dans les hôpitaux, il est dans les entreprises, il est dans le transport en commun, il est probablement en culture. Ce différentiel-là nous interpelle parce que Montréal, c'est la grande région de Montréal, c'est l'intersection du Québec avec l'Amérique du Nord, le Canada, et un des vecteurs extrêmement importants pour avoir un Québec plus riche qui donne des moyens d'avoir des politiques sociales plus généreuses, d'investir en santé, en éducation, c'est que la performance de Montréal relative par rapport à Toronto s'améliore. Mon équipe me dit d'aller plus vite. Ça, c'est les résultats de la consultation qui est connue, qui est publique, puis j'en ai parlé. Je vais aller... En fait, non. Ça, ce n'est pas les résultats de la consultation sur le potentiel. C'est le lancement des consultations publiques pour le budget 24-25. Je vous invite à y participer. Tous les mémoires sont lus, analysés et considérés. Merci à tous ceux qui vont participer. Et finalement, en conclusion, d'un point de vue conjoncturel, c'est définitivement l'évolution de l'économie et de l'inflation qui va déterminer la trajectoire des taux d'intérêt. La réduction du fardeau fiscal, et je fais le lien avec le bilan de la fiscalité, c'est la réduction des fardeaux fiscaux des Québécois, c'est un objectif qui est cohérent avec la croissance à long terme du Québec, mais qui a aussi permis de faire face à la hausse du coût de la vie. Et j'ai démontré que bien que le niveau des revenus soit revenu à la même proportion qu'il était avant la pandémie, ce n'est pas le cas pour les dépenses. Et lorsqu'on a un niveau de dépenses élevé, eh bien, pour converger vers une cible pré-pandémie, bien, ça prendra un niveau de croissance moins élevé.
Et je m'arrête ici et ça me ferait plaisir de prendre des questions. Donc, on est rendu à la période des questions. Merci beaucoup, M. Girard. Donc, allons-y d'emblée avec un incontournable dans les questions qui fait le lien aussi entre les finances publiques et la fiscalité. Il y a eu les ententes avec les syndicats qui signifient, qui sont une extrêmement bonne nouvelle. Là. Je pense qu'on en convient tous. Mais dans le cadre d'un plan de retour à l'équilibre budgétaire en 27-28, est-ce qu'il y a un risque face à ce retour-là et le lien avec la fiscalité? On est quand même ici pour parler de fiscalité. Est-ce qu'il n'y aura pas nécessité éventuellement d'hausser les taxes et les impôts pour se rendre à cet objectif-là en 27-28? Bien, je vais vous décevoir tout de suite parce que, comme tous mes collègues, je ne commenterai pas sur le résultat des négociations. C'est certain que les ententes sont une bonne nouvelle et que l'objectif, c'est une amélioration des services publics à long terme pour tous. Et je dirais simplement que les impacts au niveau des finances publiques seront divulgués. En finances publiques, c'est extrêmement important que l'information qui est matérielle soit divulguée à tout le monde en même temps. Et je conclurai en disant que ce ne sera pas ce matin que je vais faire ça. Ce midi, devrais-je dire. Bon, on aura toujours bien essayé. C'était une excellente question, une réponse... Mais c'était un incontournable. Voilà. Là, puis elle est venue déjà plusieurs fois là, dans les questions et les réponses. Vous avez présenté les thèmes des consultations rapidement. Là. A priori, quand on lisait les thèmes, il semble y avoir un difficile arrimage entre plusieurs de ces thèmes-là qui montrent une nécessité peut-être d'hausser les dépenses et d'autres qui disent, bien, on veut retrouver l'équilibre, doit contraindre les dépenses, on veut une baisse du fardeau fiscal. Et c'est difficile, en voyant la liste, d'essayer de trouver justement cet arrimage-là. Comment vous le voyez? En même temps, je sais que c'est les choix qui doivent être faits par tous. Mais... Bien, vous savez, je suis diplômé en économie et finance de l'Université McGill, puis en économie de l'Université du Québec à Montréal. Et mon premier cours d'économie à McGill, microéconomie, avec le professeur Asimakopoulos, nous avons appris à maximiser sous contrainte. Et à mesure que mes études ont avancé, j'ai compris qu'il manquait une variable, c'est l'incertitude. Parce qu'à l'université, on maximise sous contrainte, mais il y a un gros terme d'erreur à la fin des équations qui amène beaucoup de volatilité et d'incertitude. Bref, ministre des Finances, c'est toujours une responsabilité importante, difficile. Puis j'ai eu l'occasion de discuter avec mes collègues récemment, en décembre, on avait une réunion, puis tout le monde fait face aux mêmes décisions difficiles. Et on maximise sous contrainte et incertitude. Ça veut dire que nécessairement, on doit faire des choix. Et puis, je tiens à dire qu'au Québec, on a deux lois qui sont extrêmement importantes. La loi sur l'équilibre budgétaire, la loi sur la gestion de la dette, le fonds de génération. Ces lois-là viennent d'être modernisées et elles nous donnent un objectif à long terme. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on a une ancre sur 15 ans. Nous voulons que le Québec ait un taux d'endettement, la dette nette, qui converge vers la moyenne canadienne. Et la moyenne canadienne qui se retrouve là, c'est le Manitoba, la Nouvelle-Écosse. Et il n'y a aucune raison pourquoi le Québec devrait être plus endetté que le Manitoba et la Nouvelle-Écosse et que la moyenne canadienne. Le Québec est une économie dynamique, diversifiée. Et donc, on a un objectif sur 15 ans et puis on a des impératifs à court terme. Et il faut faire les bons choix, les expliquer, les documenter. Et c'est ce qu'on fait dans le cadre de nos lorsqu'on fait des publications. Ce ne sera pas un budget facile, le budget 24-25, notamment en raison de l'impact des négociations du secteur public. Mais en toute franchise, je ne me souviens pas d'un budget facile depuis que je suis en poste. Merci beaucoup. Question, donc quelqu'un qui nous regarde demande, pour stimuler la croissance économique, le gouvernement semble utiliser des leviers interventionnistes comme les subventions à Nordvolt.
on dit, est-ce que vous ne croyez pas que la libéralisation de l'économie serait un levier plus efficace que l'interventionnisme? Oui, je pense qu'on a fait très bien depuis 5 ans. Nous sommes dans la 6e année. Nous avons réussi à créer une nouvelle filière, la filière batterie. Puis au Québec, on avait 4 secteurs stratégiques. L'aluminium, l'aérospatial, l'intelligence artificielle et l'aérospatiale. Et là, on a ajouté un 5e, la filière batterie, mais pour lequel il n'y avait pas d'expertise au Québec. Donc, on a eu beaucoup de succès à attirer des investissements étrangers. Là, probablement que dans les phases subséquentes, pendant que le déploiement de cette nouvelle filière-là se fait, il faudra réussir à aider nos entreprises à être performantes sur les marchés internationaux et finalement promouvoir, toujours on l'a fait, mais le faire encore plus, promouvoir le développement des entreprises dont le centre de décision est ici. Alors, c'est toujours un équilibre entre le fiscal, qui répondrait plus par exemple, si on réduit le fardeau fiscal des entreprises ou on diminue, ce qu'on a fait beaucoup, c'est diminuer le taux effectif marginal sur les nouveaux investissements depuis que nous sommes au pouvoir. Alors, il y a du fiscal. Ensuite, il y a l'aspect des interventions directes, les prises de position en équité, les prêts. Je pense que la question, c'est à ça qu'on réfère. Oui, on a fait de l'aide directe, beaucoup, mais c'était pour attirer des investissements étrangers. Et ensuite, il y a toute la question du conseil. Aider les entreprises à se transformer numériquement, à exporter, à grandir, à croître, à innover. Alors, c'est un équilibre entre les trois. L'aide directe, qui est plus interventionniste, si je réfère à la question qui nous est posée. Le fiscal, qui est plus des mesures transversales qui s'appliquent à l'ensemble des entreprises et qui est plus lié au libre marché, au sens qu'on l'entend en économie. Puis le conseil ou le stratégique, qui est ni fiscal ni l'aide directe. Bref, c'est un équilibre. On a fait beaucoup d'aide directe. Peut-être qu'il y aura plus de fiscal, moins. C'est une question d'opportunité. Il y avait une opportunité. On a les matières premières, on a l'hydroélectricité, on a une main-d'œuvre qualifiée, dynamique. Alors, pour amener un nouveau secteur dans l'économie québécoise, on a dû intervenir. Merci beaucoup. Je vous amène ailleurs. C'est important. L'environnement. Je vous ramène à l'écofiscalité. Ça semble toujours pas être envisagé. Est-ce qu'il ne faut pas considérer, vous l'avez dit, on est économiste, l'idée de l'écofiscalité plus comme un signal prix pour décourager que comme une hausse du fardeau fiscal? Donc, il y a quelque chose à considérer de façon différente, il me semble. Est-ce que c'est pas à... Oui, mais j'ai par le passé, lorsque j'ai eu cette question-là, j'ai dit ce que je pense que la plupart des économistes répondraient, c'est que si vous modifiez un prix relatif, normalement, vous allez modifier les comportements. Mm-hmm. Et donc, on n'est pas fermé à l'éco-fiscalité, mais il faut choisir le contexte. Je pense que dans un contexte où on a eu une hausse de l'inflation, qui était subite, inattendue, qui a affecté de façon importante le pouvoir d'achat des Québécois, bien, notre orientation générale était de réduire le fardeau fiscal. Et donc, c'était incohérent avec amener de nouvelles taxes, bien qu'elles pouvaient être motivées pour des raisons environnementales. Et c'est pour ça qu'on a choisi de ne pas le faire. Alors, je vais rester sur cette réponse générale, mais je comprends que ce sujet-là va revenir et qu'on va continuer à en parler, d'autant plus qu'on a des défis de financement au niveau du transport en commun. Tout à fait. Bon, merci. C'est parfait. On a respecté notre temps. Ça aurait été le fun. Je pense qu'il y avait encore plusieurs questions. Donc, peut-être qu'éventuellement, on prévoira soit une présentation plus courte, soit plus une période de questions. Mais je vous remercie. C'est vraiment très, très apprécié, votre présence. Donc, au nom de toute l'équipe de la chaire aussi, merci d'avoir été encore présent.
c'est certainement un rendez-vous pour l'an prochain. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, puis c'est toujours un plaisir d'être ici. Bonne journée. Alors, nous, on continue. Donc, on est finalement rendu au segment sur la présentation du bilan comme tel. S'il va être fait par Luc Godbout et par Tommy Gagné-Dubé. Luc, j'ai parlé tantôt des 20 ans de la chaire. Luc est un peu idéateur. Finalement, ça fait 20 ans qu'il travaille sur le bilan de la fiscalité de façon indirecte ou plus directe. Tommy, il contribue aussi depuis presque 10 ans aussi de son côté et il agit à titre de directeur de cette publication-là depuis de nombreuses années. Il le fait de main de maître, je dois aussi le souligner. Toutefois, comme pour tout ce qu'on fait à la chaire, ou comme beaucoup de choses, c'est presque l'entièreté de l'équipe de la chaire qui a contribué d'une façon ou d'une autre au bilan. Donc, je tiens déjà là à les en remercier. Sur ce, allons-y pour la présentation. Donc, on va mettre la présentation, on débute donc maintenant. Je vous rappelle que l'objectif du bilan de la fiscalité, c'est de mettre dans un même document, de recenser une série d'indicateurs importants en fiscalité et, j'allais dire, et en finances publiques, non. On se concentre sur la fiscalité ici. On trouve... est-ce que j'ai la présentation en ce moment? Oui, c'est bon. Parfait. Donc, on y trouve donc 7 sections principales. Il y a une vingtaine de tableaux, plus de 100 graphiques. Naturellement, aujourd'hui, c'est pas tous ces graphiques-là qu'on va vous présenter. Oups, excusez. Donc, on va y aller avec un tableau. Donc, c'est vraiment un échantillon de ce qu'on y retrouve. De la misère. Donc, les données pour cette année, les données les plus récentes, même si c'est le bilan 2024, ce sont la plupart du temps des données de l'année 2022. Dans certains cas, les données les plus récentes, ça touche 2021, 2020, ça dépend des sections. Mais normalement, c'est bien indiqué. On fait des comparaisons avec 31 pays membres de l'OCDE, qui sont les économies avancées telles que catégorisées par le FMI. On se compare aussi avec 9 provinces canadiennes. Il y a cette année une publication complémentaire qui est les faits saillants ou les faits saillants des annonces fiscales qui ont été effectuées en 2023. C'était anciennement le premier chapitre du bilan de la fiscalité. On a décidé de le publier à part. C'est exactement ce que ça me prend pour passer la parole à Tommy, qui va justement quand même vous parler des principales annonces fiscales à cet égard-là. Donc, bonjour. Par rapport aux annonces fiscales qui ont été faites, donc il y a eu 120 annonces fiscales qui ont été faites, qu'on a recensées pour 2023. Il y en a davantage, mais ce sont celles qu'on a retenues pour le bilan. Et pourquoi est-ce qu'on les présente en lien dans une présentation sur le bilan de la fiscalité? Bien, c'est comme le ministre l'a indiqué tout à l'heure, ces annonces-là auront un impact sur les chiffres des prochaines années. Donc, sur ces 120 annonces, on a ciblé 3 thèmes qui sont plus récurrents, qui étaient plus importants. Donc, on les voit à l'écran, il y a le coût de la vie, les réductions d'impôts et les investissements des entreprises. Lorsqu'il est question du coût de la vie, il y a 3 éléments principaux à retenir. Bien, premièrement, on est passé... l'année 2023 a vu la fin des mesures ponctuelles pour pallier la hausse du coût de la vie. C'est une première chose, tant au Québec que dans les autres provinces. Ensuite, il y a 2 autres secteurs qui ont été plus visés, celui de l'habitation et celui de l'essence, dont je vais vous parler rapidement. En matière d'habitation de logement, on se rappelle qu'en 2022, le CELIAP avait été annoncé, il a été mis en œuvre en 2023. En 2023, il y a eu d'autres mesures aussi qui ont été mises en place, notamment dans le budget fédéral. On a vu l'élimination de la TPS sur les nouveaux immeubles locatifs, donc qui s'est traduit par une bonification de la remise. Et puis, c'est une mesure c'est une ancienne promesse électorale qui avait été mise au rencard parce qu'on jugeait qu'elle n'était pas efficace, mais finalement, on l'a mis de l'avant parce que le problème persiste. Signe un peu peut-être que la boîte à idées commence à être réduite en termes d'idées disponibles. Ensuite, du côté des provinces, on n'a pas été en reste. Par exemple, en Colombie-Britannique, on a introduit un nouveau crédit d'impôt pour les locataires. Une mesure qui a été ensuite mise de l'avant, qui a été promise en campagne électorale au Manitoba et qui devrait être mise en place aussi. Donc, maintenant, si on passe aux réductions... on reste au premier, aux taxes sur l'essence.
il y a plusieurs provinces qui avaient mis en place un congé ou une réduction des taxes sur l'essence temporaire. C'est pas si facile de mettre fin à ces mesures-là une fois qu'elles sont mises en place. On a vu 3 provinces les prolonger en 2023, certaines jusqu'à la fin de 2023, d'autres jusqu'en 2024. Et ce ne sont pas seulement non plus les gouvernements conservateurs qui les mettent de l'avant, comme ça avait été le cas jusqu'à maintenant. Au Manitoba, c'est une promesse électorale et elle vient toujours d'entrer en vigueur au 1er janvier pour une période d'au moins 6 mois, donc jusqu'en juin 2024. Donc, maintenant, deuxième élément à retenir, les réductions d'impôts. Quand on regarde les faits saillants des dernières années, des 5 dernières années, par exemple, il y a eu très peu de modifications au barème d'imposition des particuliers. On a vu... et Luc va en reparler un petit peu tout à l'heure, des gels ou des suspensions de l'indexation du barème. On a aussi vu dans les dernières années l'ajout d'un taux maximal, d'un taux supérieur au barème d'imposition à la fois en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve, mais ça fait un moment qu'on n'avait pas vu de baisse d'impôt dans le barème d'imposition du revenu des particuliers. Cette année, c'est entré en vigueur au Nouveau-Brunswick. Il y a celle du Québec, évidemment, dont le ministre a parlé tout à l'heure. L'île du Prince-Édouard remodèle complètement son barème qui inclut des baisses d'imposition dans les tranches inférieures de revenus. Le Manitoba a augmenté considérablement davantage que l'inflation ses seuils d'imposition. Et puis, c'est pas encore en vigueur, mais le ministre des Finances de l'Alberta a dans son mandat d'ajouter un nouveau taux d'imposition de 8 % sur les premiers 60 000 de revenus. Actuellement, c'est des revenus qui sont imposés à un taux de 10 %. Donc, on aurait une baisse de 2 points de pourcentage là aussi. Finalement, troisième élément à retenir des faits saillants, ce sont les investissements des entreprises. Donc, on ne peut pas passer à côté. Dans le budget fédéral, il y a eu différents crédits à l'investissement qui ont été annoncés pour l'investissement dans les technologies propres, qui était une réponse à des incitatifs fiscaux similaires qui étaient dans la loi sur la réduction de l'inflation aux États-Unis, donc des investissements de plus de 80 milliards sur 10 ans. Et au Québec, on n'a pas été en reste. Il y a eu le congé fiscal pour les grands projets d'investissement qui a été annoncé dans le budget. Et on a aussi bonifié le C3. On a prolongé, bonifié le C3I et on l'a arrimé avec ce congé fiscal-là. En Ontario, en Alberta, on a aussi mis en place des mesures sectorielles pour l'investissement. Le temps est venu de parler du poids de la fiscalité, ce qu'on nomme également la pression fiscale. Pour y arriver, il faut qu'on comptabilise l'ensemble des prélèvements qui sont prélevés sur le territoire québécois. Donc, comment on fait ça? Donc, c'est l'ensemble des prélèvements obligatoires versés sans contrepartie immédiate à l'ensemble des administrations publiques pour une année donnée. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter dans quelques instants. C'est important de dire à l'ensemble des administrations publiques parce que ça veut dire qu'on comptabilise sur le territoire québécois. Sur le territoire québécois, les prélèvements qui sont faits par le gouvernement fédéral au Québec, le gouvernement du Québec, les collectivités locales, ainsi que par le régime des rentes du Québec. Donc, lorsqu'on additionne tous ces prélèvements obligatoires-là versés à une administration publique, nous arrivons à 212 milliards collectés en 2022. Maintenant, on peut regarder dans le bas, on peut essayer de voir quel est l'ordre de gouvernement ou l'administration qui en collecte la plus grande proportion. Donc, vous voyez, le gouvernement fédéral en collecte un tiers environ des recettes fiscales ou des prélèvements obligatoires au Québec. Le gouvernement du Québec, c'est presque la moitié, avec 47 %. On voit que les municipalités, les collectivités locales sont à 8 % du total du 212 milliards. Et le régime des rentes du Québec est à 11 %, donc 22 milliards du 212 milliards, qui est prélevé par Retraite Québec. On peut aussi le regarder du côté par type ou nature ou mode d'imposition. Dans ce cas-là, on voit sans se tromper que c'est l'impôt sur le revenu qui est le plus important, collecté par l'ensemble des administrations publiques. Tommy va revenir plus tard sur la structure fiscale, donc ça sera l'occasion de détailler un peu ça davantage. Si on regarde les recettes fiscales, le fameux 212 milliards en 2022, bien, on s'aperçoit que c'était 197 milliards en 2021 ou 170 milliards en 2018. Donc, il y a une croissance des recettes fiscales prélevées au fil du temps. On s'aperçoit ici, en mettant les pourcentages annuels, on s'aperçoit qu'entre 2020 et 2021, presque 12 % de plus de recettes fiscales collectées. Entre 2021 et 2022, près de 8 % de plus de recettes collectées par rapport à l'année précédente.
Maintenant, si on veut se comparer, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut prendre les recettes fiscales, le 212 milliards que je vous parle depuis tout à l'heure, et il faut le diviser par le PIB du Québec pour arriver à un ratio. Et donc, le poids des recettes fiscales dans l'économie québécoise représente 38,9 % en 2022. Et partant de ce ratio-là, bien là, on peut voir si est-ce qu'il est plus élevé dans le temps au Québec? Est-ce qu'il est plus élevé en comparaison avec d'autres organisations? C'est un peu avec ce chiffre-là qu'on va pouvoir se comparer. Si on regarde juste au Québec, dans le temps, au cours des 5 dernières années, on s'aperçoit que le ratio il est assez stable en proportion du PIB. Il était de 38,7 en 2018. Il est de 38,9 en 2022, donc un ratio qui est assez stable dans le temps. Maintenant, on va essayer de se comparer avec d'autres organisations, donc avec ce que Suzy a parlé des économies avancées de l'OCDE, donc 31 juridictions. Et là, on s'aperçoit que le Québec, avec le 38,9 %, bien, c'est plus élevé que le ratio canadien, c'est plus élevé que le ratio de la moyenne des économies avancées de l'OCDE, et on se situe en 11e position parmi les économies avancées pour le poids de la pression fiscale plus élevé. Bon, c'est ce qu'on peut en tirer. Évidemment, quand on dit économie avancée, ça veut dire qu'on a enlevé des économies moins avancées qui sont aussi membres des pays de l'OCDE. Parce qu'il s'ajoute à chaque année au sein de l'OCDE des pays, mais ces pays-là ont souvent un poids de la fiscalité plus faible. Ça ne change pas le rang du Québec dans notre comparaison, mais ça tire la moyenne vers le bas si on rajoutait l'ensemble des pays membres de l'OCDE. Ici, ce qu'on a fait, c'est la même graphique de pression fiscale, sauf qu'on a fait ressortir un peu plus vivement les pays du G7. Et là, on s'aperçoit que bien, les pays du G7, ils ont une position par rapport au poids de la pression fiscale en proportion de leur économie qui est assez contrastée. On a la France qui a le poids le plus élevé des économies avancées en termes de fiscalité. On a les États-Unis à l'autre extrême qui ont parmi les économies où le poids de la fiscalité est le plus faible. Entre les deux, on a le Royaume-Uni qui est à peu près sur la moyenne des économies avancées. On a le Japon qui est à peu près comme le Canada. Puis on a l'Allemagne qui est à peu près comme le Québec. Donc, il y a une diversité au sein du G7 en termes de poids de la fiscalité. On peut se retrouver et se comparer de cette façon-là. Ici, une autre façon, parce que à l'occasion, on se faisait reprocher, vous mettez beaucoup l'emphase sur le poids de la fiscalité, mais il y a une contrepartie indirecte au poids de la fiscalité, c'est des services publics. Alors là, ici, on a fait ressortir parmi les économies avancées, le même résultat de poids de la fiscalité, mais on a fait ressortir en grisé un peu plus fort les économies dont il y avait l'interventionnisme ou les dépenses publiques les plus élevées. Puis on s'aperçoit qu'il y a une corrélation entre poids de la fiscalité plus élevé et dépenses publiques plus élevées. Donc, heureusement, les recettes fiscales donc, servent à financer des dépenses publiques. Il faut le garder à l'esprit. Bon. Je dirais juste à cet égard-là, Luc, on a à la chaire une publication aussi qui traite du côté plus des dépenses publiques, donc le panorama des finances publiques qui est publié chaque année aussi, qui nous donne cette contrepartie-là plus en détail. Je te laisse continuer. Effectivement, qui est publié un peu plus tard dans l'année. Ici, on regarde comment a évolué le poids de la fiscalité au Québec en proportion de notre économie. Donc, la ligne bleue du haut, c'est le Québec. Donc, on voit que ça l'a cru. Et quand on se compare à la moyenne des économies avancées, en début de période, ça fait longtemps, mais au début des années 80, on avait un poids de la fiscalité à peu près comparable à la moyenne des économies avancées de l'OCDE. Puis là, on voit au fil des années, bien, l'écart s'est accru. Donc, le Québec a maintenant un poids plus élevé que la moyenne des économies avancées et plus élevé que le Canada sans le Québec. Puis encore une fois, quand on compare en fin de période, bien, l'écart entre le Québec et le Canada sans le Québec est plus grand en fin de période qu'il ne l'était en début d'analyse. Donc, un écart qui est grandissant. Ici, bien, c'est pour voir qu'on peut se comparer avec d'autres. Donc, ici, on s'est comparé avec deux pays qui n'ont pas vraiment d'atomes crochus, donc avec la Suède et les États-Unis. Puis, on peut s'apercevoir que le Québec, en début de période, avait un poids plus similaire avec les États-Unis
qu'avec la Suède, par exemple. Puis au fil des années, le poids de la fiscalité au Québec s'est accru. Et en fin de période, bien, le Québec a un poids plus similaire à la Suède qu'aux États-Unis. Donc, au début, on taxait plus en termes de poids à l'américaine. Et au fil des 40 années, on s'est un peu transformé. Et maintenant, on taxe plus à la suédoise, en fin de période, en termes de poids dans l'économie. Ici, bien, on reprend un peu la comparaison du poids de la fiscalité avec les 10 provinces canadiennes. Le ministre l'a un peu présenté tout à l'heure lors de sa présentation. Donc, au Québec, tout impôt confondu par l'ensemble des administrations, on a le poids de la fiscalité le plus élevé. Il faut le garder à l'esprit. Et on a presque 6 points d'écart avec le Canada sans le Québec. Cela dit, qu'on se compare immédiatement avec l'Ontario, on a plus l'équivalent d'1,5 point d'écart en termes de poids de la fiscalité. Évidemment, c'est une moyenne, le Canada sans le Québec, c'est une moyenne qui est non pondérée, il faut le garder à l'esprit ici. Ici, ce qu'on voulait faire ressortir, c'est comment ça allait évoluer au cours des 10 dernières années. Donc, 2022 par rapport à 2012. Ce qu'on peut voir dans un premier temps, en termes d'évolution du poids de la fiscalité dans les 10 provinces canadiennes, ce qu'on peut voir, c'est, premièrement, il y a 8 provinces dont le poids de la fiscalité dans leur économie s'est accru. Et il y a 2 seules provinces dont le poids de la fiscalité dans l'économie a décru. Les 2 provinces, c'est des provinces pétrolières, l'Alberta et la Saskatchewan. À vrai dire, il y a juste l'Alberta que le poids a diminué. La Saskatchewan, ça s'est maintenu à peu près inchangé. Et lorsqu'on regarde, on voit qu'il y a des provinces dont le poids de la fiscalité a augmenté beaucoup plus significativement. C'est le cas de Terre-Neuve, c'est le cas de l'Ontario, où on est à pratiquement, dans le cas de l'Ontario, à pratiquement 5 points de hausse du poids de la fiscalité en proportion de l'économie, alors que le Québec est à 1,6 points. Donc, le poids a augmenté 3 fois plus vite en Ontario qu'au Québec au cours de cette période-là de 10 ans. Une question qui est intéressante maintenant, si on sait qu'au Québec, ça a augmenté d'1,6 point de pourcentage en proportion du PIB, le poids de la fiscalité, c'est quelle administration publique qui est responsable de cette hausse-là? Donc, est-ce que c'est l'administration fédérale, le gouvernement du Québec, les municipalités ou encore le régime des rentes du Québec? Donc, si ce qu'on voit dans l'autre graphique, plus à droite, ce qu'on peut voir, c'est que la hausse de 1,6 point, on pourrait dire qu'elle est entièrement imputable à l'administration fédérale qui a vu au cours de la même période une hausse du poids des impôts fédéraux en proportion du PIB de 1,6 points. Qu'est-ce qui se passe du côté des administrations publiques québécoises? Bien, du côté du gouvernement du Québec, un poids qui est en diminution de 0,2, des municipalités 0,6 et Retraite Québec, le régime des rentes du Québec, est venu effacer la diminution du côté Québec et du côté des municipalités, si bien que ça s'efface du côté de l'ensemble des administrations publiques québécoises et la hausse est de 1,6 points qui s'explique par le gouvernement fédéral. Donc, on va maintenant passer, après avoir parlé du poids de la fiscalité en proportion de l'économie, en proportion du PIB, on va passer à la manière de prélever les recettes fiscales, donc quel mode d'imposition on utilise. L'indicateur que je vais vous présenter ici, c'est celui de la structure fiscale. Et donc, pour peut-être aider à le comprendre au départ, quand on regarde le bâtonnet du Québec, vous voyez que l'impôt sur le revenu des particuliers représente 34 %, mais pour reprendre les chiffres que Luc vous disait tout à l'heure, donc on a 73 milliards d'impôts sur le revenu des particuliers qui ont été prélevés par le fédéral et le Québec sur les 212 milliards de recettes. Donc, c'est ce qui vient nous donner notre tiers de la structure fiscale qui provient des impôts sur le revenu des particuliers. Ensuite viennent les taxes à la consommation à 23 %, donc 15 % proviennent de la TPS et de la TVQ, et on a 8 % qui provient des autres taxes comme les taxes sur l'alcool, le tabac, l'essence, et ainsi de suite. Suivent dans l'ordre les cotisations sociales, donc principalement les cotisations au régime des rentes du Québec, mais aussi à l'assurance-emploi, au RQAP, et ainsi de suite. Les impôts sur les bénéfices des sociétés, donc à 12 %, les impôts sur le patrimoine à 8 % et les impôts sur les salaires à 4,6 %. Je vais faire un commentaire rapide sur la structure fiscale du Canada sans Québec, simplement pour dire qu'elle ressemble beaucoup à celle du Québec. Toutefois, bien, le Canada sans Québec, c'est 9 provinces, donc il y a quand même une variation d'une province à l'autre. Ici, ce que vous voyez, c'est sous le Québec, il y a l'Alberta et la Saskatchewan. Je vais attirer votre attention à la droite du bâtonnet de l'Alberta, aux taxes à la consommation, aux impôts à la consommation qui représentent 16 %.
C'est beaucoup plus faible qu'au Québec ou qu'en Saskatchewan, qu'on voit ici juste en dessous. C'est notamment parce qu'il n'y a pas de taxe de vente provinciale en Alberta. Donc, inévitablement, la proportion des taxes des impôts sur la consommation est plus faible et les autres prennent une place relativement plus importante dans la structure. Et en Saskatchewan, notamment, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une utilisation presque identique de l'impôt sur le revenu des particuliers et des impôts à la consommation. Si on se compare maintenant aux économies avancées de l'OCDE, donc en moyenne, on peut faire le constat que le Québec utilise davantage les impôts sur le revenu des particuliers, mais également davantage les impôts sur les bénéfices des sociétés, les impôts sur le patrimoine, principalement en raison de l'impôt foncier, on va le voir tout à l'heure, et les impôts sur les salaires. Et du côté des économies avancées, on utilise davantage les cotisations sociales et les impôts sur la consommation. Mais si le message que je vous disais tout à l'heure était vrai pour les 9 provinces, c'est encore plus vrai pour les 31 économies avancées. On a des structures fiscales contrastées. Donc, on a plusieurs exemples différents. Je vous en présente rapidement 3 ici. Le premier, la République tchèque, on voit que c'est la juridiction qui utilise le moins les impôts sur le revenu des particuliers dans sa structure fiscale. Moins de 10 proviennent des impôts sur le revenu des particuliers, mais on voit qu'il y a presque la moitié des revenus qui proviennent des cotisations sociales. Tout au bas du graphique, avec le Danemark, c'est le contraire. On a 56 des revenus qui proviennent de l'impôt sur le revenu des particuliers, 30 qui proviennent des impôts sur la consommation, donc on arrive à 87 avec les arrondis pour les deux. Et il n'y a aucun autre mode qui dépasse 10 de la structure. Et on inclut la Corée aussi pour vous montrer un exemple qu'il y a c'est la juridiction parmi les économies avancées de l'OCDE où les modes ont une proportion le plus semblable dans la structure fiscale. Donc, si on passe des modes d'imposition et on va un peu plus loin vers les recettes, ce que vous voyez à l'écran en ce moment, c'est le grand rectangle qui comprend les portions en grise. Ça représente 100 des recettes fiscales qui sont prélevées au Québec. Donc, lorsque on parle des impôts sur le revenu des particuliers, Québec en bleu et fédéral en rouge, on atteint le tiers des recettes qui sont prélevées. Donc, à 2 impôts, on a déjà le tiers des recettes prélevées. Si on ajoute à ça les taxes à la consommation, donc la TVQ et la TPS, puis les impôts sur les bénéfices des sociétés, tant au fédéral qu'au Québec, on a maintenant 6 impôts. On arrive à 60 du total des recettes fiscales qui sont prélevées au Québec. On se rend maintenant à 12 impôts, avec ce que vous voyez à l'écran, et on atteint 90 des recettes fiscales qui sont prélevées, donc qui correspond à l'essentiel des recettes prélevées. Pour tous les autres impôts, il y a des dizaines d'autres petits impôts. On peut penser, par exemple, aux droits de mutation immobilière, aux taxes sur l'hébergement, et ainsi de suite. Mais tout ce gros bloc-là représente 10 des recettes fiscales prélevées. J'attire aussi votre attention sur la partie en orangé du graphique, donc, qui est orangé qu'on a associé aux administrations locales sur ce graphique-là. Donc, vous voyez que le seul impôt d'importance, parmi les 12 premiers qui est utilisé par les administrations locales, ce sont les impôts fonciers. Quand on parle d'une diversité moindre des revenus des administrations locales, c'est un peu à ça qu'on fait référence. On revient maintenant à la structure fiscale. Donc, au mode d'imposition. Ce graphique-là est assez chargé. Je vais essayer quand même de vous résumer le message. Au-dessus de la ligne qui coupe en deux le graphique, donc c'est les modes d'imposition qui occupent une plus grande place dans la structure fiscale en 2022 qu'elle ne le faisait en 2013. Et inversement, sous cette ligne du milieu-là, ce sont les modes d'imposition qui occupent moins de place dans la structure fiscale en 2022 qu'en 2013. Donc, on revient au haut. On voit en orangé que les impôts sur les bénéfices des sociétés occupent une plus grande place. C'est eux qui ont d'ailleurs connu la variation la plus importante dans toutes les provinces sauf l'Alberta. Donc, un changement de structure fiscale pour une plus grande utilisation, ou plus de recettes qui proviennent des impôts sur les bénéfices des sociétés. Au bas du graphique, on voit que les taxes à la consommation, les cotisations, les impôts sur le patrimoine ont baissé à peu près partout. Les cotisations sociales aussi, sauf au Québec, où est-ce qu'on voit une légère augmentation, notamment parce que dans la période visée, il y a eu des augmentations de taux de cotisation au régime des rentes. Dernier élément sur lequel je veux attirer votre attention dans le graphique, c'est à la droite complètement en rouge pour la Colombie-Britannique. On voit un 1,9 points de pourcentage de plus pour les impôts sur les salaires. C'est parce qu'au début de la période, il n'y avait pas d'impôts sur les salaires, donc de taxes sur la masse salariale en Colombie-Britannique, et ça a été ajouté au cours de la période dans une forme de réforme fiscale. On sort de la structure fiscale et on revient au poids, mais encore là, en faisant référence à l'ensemble des modes d'imposition. Donc, Luc vous a dit tout à l'heure que le Québec est au premier rang, donc avec la pression fiscale la plus élevée. Mais ce n'est pas le cas pour chacun des modes d'imposition. Pour les principaux modes qu'on a vus tout à l'heure, l'impôt sur le revenu des particuliers et les impôts sur les bénéfices des sociétés, le Québec est au 3e rang parmi les 10 provinces, 4e à la consommation, 5e au patrimoine, donc seulement premier aux cotisations sociales et aux impôts sur les salaires, mais malgré tout, dans l'ensemble, dans la moitié supérieure finalement des 10 provinces.
Et maintenant, on va aller justement voir ce mode d'imposition-là qui est un des plus importants, l'impôt sur le revenu des particuliers. Donc, Tommy vous l'a présenté en disant qu'il était un des plus importants dans la structure fiscale. On va le regarder maintenant en proportion de notre taille de l'économie. Et lorsqu'on regarde ici notre comparaison avec les économies avancées de l'OCDE, on s'aperçoit quoi? Le Québec est en 4e position en termes du poids d'utilisation de l'impôt sur le revenu en proportion de l'économie, 13,3 %. La moyenne des économies avancées est à 9,4 %. Donc, on est quand même beaucoup plus significativement. Si on veut comparer le 13,3 à 9,4, ça voudrait dire qu'on utilise 41 % plus l'impôt sur le revenu dans notre économie que la moyenne des économies avancées. On voit aussi que le Canada est clairement au-dessus de la moyenne des économies avancées. On revient, Tommy l'a révélé, on revient lorsqu'on regarde avec les provinces canadiennes, le Québec est en 3e position en termes du poids de l'impôt sur le revenu dans notre économie. Il est devancé par l'Ontario, il est devancé également par la Nouvelle-Écosse. Ici, on peut regarder l'évolution de l'impôt sur le revenu en proportion de notre économie dans le temps. On peut se comparer avec le Canada sans le Québec et avec les économies avancées. Et ce qu'on peut constater par rapport au Canada sans le Québec, c'est que oui, on a toujours été plus élevé, mais si on regarde il y a 10 ans, nous étions à 2,2 points d'écart avec le Canada sans le Québec. Nous ne sommes plus en 2022 qu'à 1,2 points d'écart en proportion du PIB à l'impôt sur le revenu. Donc, à l'impôt sur le revenu, l'écart avec le reste du Canada s'estompe au cours des 10 dernières années. Je pense que c'est ça ici qu'on pourrait retenir. Ici, puisqu'on parle d'impôt sur le revenu, on fait un peu une digression parce que ça semble acquis pour nous que dans l'impôt sur le revenu, il y a un mécanisme d'indexation. Donc, lorsqu'il y a de l'inflation, le barème d'imposition s'ajuste automatiquement. Si on regarde, pour commencer, comment ça fonctionne dans le Canada, bien, dans le Canada, c'est assez répandu. Il y a 9 administrations sur 11, si on inclut les 10 provinces et le gouvernement fédéral, qui ont un mécanisme d'ajustement automatique. 2 provinces qui n'ont pas de mécanisme d'ajustement automatique. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'ajustent pas, mais ça veut dire que ce n'est pas basé, ça ne se fait pas de manière automatiquement. Si on va voir dans nos économies avancées avec lesquelles on se compare depuis tout à l'heure, on s'aperçoit que l'indexation automatique est beaucoup moins répandue. Ce n'est que 12 sur 31 économies avancées qui a un mécanisme d'ajustement automatique. Bon, après ça, comment fonctionnent ces mécanismes d'ajustement automatique-là? Ça peut être de différentes façons. Nous, pour le gouvernement fédéral et le Québec, c'est basé sur l'indexation d'une période passée, alors que dans d'autres administrations, ça pourrait être basé sur l'évolution des salaires, par exemple, ou sur certaines autres mesures de niveau de vie. Bon. Si on fait juste un dernier petit point sur les provinces canadiennes, il y a des provinces qui ont des mécanismes d'ajustement automatique, mais qui ont pu les suspendre à certains moments. Donc, Saskatchewan, de 2018 à 2020, par exemple, l'avait suspendu pour retrouver l'équilibre budgétaire. L'Alberta a fait la même chose en 2021. Donc, il y a des mécanismes, mais ils pourraient être suspendus en période de difficulté budgétaire. Il faut le garder à l'esprit. Je poursuis avec le taux maximum qui figure au barème d'imposition. Donc, encore une fois, les taux les plus hauts qu'on observe dans les économies avancées, c'est 55,9 %. On le voit au Japon et au Danemark. Après ça, on a 2 autres économies avancées qui ont des taux au-dessus de 55 %. Donc, l'Autriche à 55 % et la France à 55,4 %. Et tout de suite après, suit le Canada et le Québec. Dans le cas du Canada, ici, l'OCDE fallait qu'elle localise le citoyen canadien dans une des 10 provinces. Elle l'a situé en Ontario. Donc, le Canada, ici, c'est l'Ontario, avec le taux maximum du barème à 55,3. À 2 dixièmes derrière le Québec à 53,3. Donc, 53,3 pour le Québec, 53,5, je ne sais pas si ma langue avait fourché, pour le Canada. Et on s'aperçoit, par contre, quand on regarde la moyenne
des taux pour l'ensemble des économies avancées, c'est beaucoup plus bas avec 44,8. Donc, le Canada et le Québec figurent au sommet des taux maximum d'imposition. Et là, c'est une chose de connaître le taux maximum, mais c'en est une autre de savoir à quelle vitesse on atteint ce taux maximum-là. Donc, est-ce qu'il est atteint tard, est-ce qu'il est atteint tôt? Et le bas du graphique, maintenant, le fait apparaître à quelle vitesse, en proportion du salaire moyen, le taux maximum du barème s'applique. Au Québec, c'est 2,8 fois. Donc, on prend le salaire moyen au Québec, qui arrive à peu près à 78 000. On regarde le taux maximum du barème d'imposition, à quel moment il s'applique, à peu près 222 000 en 2022. Et on arrive à un ratio, il faut gagner 2,8 fois le salaire moyen pour être assujetti au taux supérieur du barème. Vous voyez, en Ontario, c'est 2,7 fois. Mais vous voyez, le Japon, il faut attendre 8,4 fois avant d'être assujetti au taux maximum. Aux États-Unis, là, je ne sais pas si vous allez le trouver, mais on est à 8,5 fois. Et si on regarde la France, là, qui est à droite du Québec et du Canada, il faut gagner 14,2 fois le salaire moyen avant d'être assujetti au taux maximum supérieur. Donc, il y a des pays, le taux maximum supérieur s'atteint vite, le Danemark, 1,3 fois. Plus lentement, la France, 14,2 fois. Donc, ici, c'est quand même assez rapide où le taux maximum est atteint. On refait le même exercice de comparaison du taux maximum supérieur avec les provinces canadiennes et à quelle vitesse il s'applique. Si on s'en va complètement à la droite du graphique, vous voyez Terre-Neuve qui est à 54,8. C'est le taux maximum supérieur d'un barème d'imposition fédéral et provinces combinées qui est le plus élevé. Mais vous voyez aussi dans le bas, c'est aussi dans la province où ça prend le plus de temps avant que le taux maximum supérieur s'applique. Il faut gagner 12,4 fois le salaire moyen à Terre-Neuve avant que le taux de 54,8 s'applique. Alors qu'au Québec, on est la 5e province avec le taux le plus élevé, ex aequo avec le Nouveau-Brunswick et à 2/10 de points de la Colombie-Britannique et de l'Ontario. Donc, des taux assez similaires là, entre la 4e, 5e, 6e, 7e position en termes de taux supérieurs au sein de la Fédération canadienne. Ici, je vous parle d'un sujet qui est toujours un peu sensible, c'est la proportion des contribuables imposables et indirectement la proportion des contribuables qui produisent une déclaration d'impôt qui n'est pas imposable à la fin. Si on regarde maintenant le Québec, en 2020, il y a 71,3 des 6,9 millions de déclarations produites qui étaient imposables. En 2020, la proportion de contribuables imposables est plus grande qu'en 2019, qui était de 65,9 la proportion de contribuables imposables. Donc, 2020, c'est une année spéciale. C'est l'année de la pandémie, c'est l'année de la PCU. Et la PCU étant imposable, elle a eu pour effet de gonfler le revenu de certains contribuables à plus faible revenu, si bien que la proportion de contribuables imposables est plus grande en 2020 qu'en 2019. Maintenant, est-ce qu'on a une proportion de contribuables imposables plus faible au Québec que dans le reste du Canada? La réponse est non. Donc là, on a fait la comparaison. Dans le Canada sans le Québec, en 2020, c'est 69,5 la proportion de contribuables imposables par rapport à 71,3 ici. Et le même résultat de plus faible proportion de contribuables imposables était également observé en 2019 au Canada sans le Québec par rapport au Québec. Bon. Ici, ce qu'on veut voir, encore une fois, compte tenu que les données les plus récentes, c'est les données de l'année pandémique 2020, on a fait le choix éditorial de continuer de présenter 2019 pour mettre un peu en parallèle des résultats. Malgré la PCU, malgré tout, il y a quand même près de 1 déclaration sur 4 produite au Québec qui a un revenu total inférieur à 20 000 de 23,2 pour être précis en 2020. C'est quand même 5 points de pourcentage de moins qu'on avait observé en 2019. Pour tous les autres groupes, la taille est plus forte en 2020 qu'en 2019, si bien qu'il y a eu un déplacement des contribuables de moins de 20 000 vers des strates de revenus plus élevées dans l'année 2020. Et pour les contribuables dont le revenu total excède 100 000 $,
ils étaient en 2020 8,4 des déclarations produites. Ça, c'est pour l'ensemble des contribuables au Québec. On a fait un zoom sur les contribuables gagnant moins de 30 000 $. Donc, on voulait voir qu'est-ce qui s'est passé dans cette année 2020-là pour les contribuables gagnant moins de 30 000 $. La principale source de ces déclarations produites-là, en 2020 et en 2019, c'est les gens à la retraite. Et là, on voit que ça n'a pas beaucoup changé, 41 versus 42 % des déclarations qui ont comme principale source le revenu de retraite. Par contre, vous voyez, les revenus d'emploi, qui étaient de 38,5 % en 2019, chutent à 25 % des déclarations produites en 2020. Et c'est la section haute qui augmente fortement en 2020. Et il faut dire que dans la section haute, il y avait notamment les prestations COVID. Et donc, on voit l'effet qu'a eu les prestations COVID pour les contribuables déclarant moins de 20 000. On s'attaque à un autre élément ici, c'est la comparaison de notre fardeau fiscal au Québec en 2022 par rapport au fardeau fiscal de l'Ontario. Mais à vrai dire, ce qu'on fait, c'est qu'on applique aux Québécois la structure fiscale de l'Ontario pour voir que si cette structure fiscale-là était appliquée ici, est-ce qu'on aurait collecté plus ou moins d'impôts? Et ce qu'on voit comme premier bâtonnet ici, c'est que la structure québécoise appliquée aux Québécois par rapport à la structure ontarienne appliquée aux Québécois génère en partant près de 12 milliards de fardeau fiscal additionnel. Donc, notre structure d'impôt par rapport à celle de l'Ontario au Québec augmente le fardeau fiscal des Québécois de près de 12 milliards. On rajoute à ça les cotisations sociales. On le sait, il y a un peu plus de cotisations sociales au Québec et on va chercher un autre 1,3 milliard d'accroissement du fardeau fiscal en appliquant les cotisations sociales québécoises par rapport à celles de l'Ontario s'il avait été appliqué au Québec. On s'en va aux taxes à la consommation. Encore une fois, on le sait, les taxes à la consommation, la TPS-TVQ combinée, c'est plus fort que la TVH en Ontario. Et là, ça, c'est un exemple de taxe à la consommation. Il y en a d'autres. Et donc, en matière de taxes à la consommation, la structure québécoise par rapport à la structure ontarienne appliquée au Québec génère 5,2 milliards de recettes fiscales additionnelles. Donc, en additionnant impôt sur le revenu, cotisation sociale, taxes à la consommation, c'est 18,4 milliards de plus que la structure québécoise perçoit auprès des Québécois. Mais il y a d'autres choses du côté droit qui vont apparaître tranquillement. Il faut tenir compte de d'autres éléments. Donc, le premier, c'est au Québec, il y a davantage de crédits d'impôt remboursables. On pense notamment au crédit solidarité et à d'autres. Mais donc, là, ça vient réduire l'écart de fardeau fiscal par rapport à si on avait appliqué la structure ontarienne de 3,5 milliards. Il y a aussi plus de prestations familiales pour enfants. Et donc, c'est un 2,5 milliards également qui vient réduire notre comparaison d'écart de fardeau fiscal avec l'Ontario. Pour l'année 2022, un élément exceptionnel, mais c'est le haut niveau de prestations ponctuelles qui a été versé. Et donc, là, on a 7,8 milliards que ça vient, les mesures québécoises sont venues réduire. C'est ponctuel pour 2022, qui ont venu réduire le fardeau fiscal en se comparant avec l'Ontario. Donc, au total, pour l'année 2022, l'écart de fardeau fiscal net Québec versus la structure ontarienne appliquée au Québec, on a 4,5 milliards. L'année prochaine, on va vous présenter probablement 2023. Il n'y aura plus les mesures ponctuelles, donc on aura un écart ramené à 12,3 milliards avec l'Ontario, mais il y aura une baisse d'impôts, dont le ministre a parlé, qui pourra atténuer en partie cet écart de fardeau fiscal-là avec l'Ontario. Il me reste une dernière diapo ici à l'égard de l'impôt sur le revenu. C'est bien beau de savoir qu'il y a un écart de 4,5 milliards avec l'Ontario, mais encore faut-il savoir quelle catégorie, quelle strate de revenus de contribuables paie cet écart de fardeau fiscal-là. Et là, on a pris les structures de revenus, les strates de revenus qui apparaissent dans le barème d'imposition fédérale pour 2022. Et pour les gens qui gagnent, grosso modo, 15 000 et moins, le fardeau fiscal est plus faible au Québec qu'en Ontario, sans tenir compte des mesures ponctuelles. Pour toutes les autres catégories, le fardeau fiscal serait plus élevé
Notamment, la proportion la plus forte serait entre les 50 à 100 000 avec un 19 de fardeau fiscal additionnel pour cette catégorie de contribuables-là. On rajoute avec un petit tiret, c'est un peu complexe, là, mais on rajoute les prestations ponctuelles. Et là, on s'aperçoit que l'ensemble des contribuables qui ont déclaré 50 000 et moins ont un fardeau fiscal plus faible au Québec en 2022, compte tenu des mesures ponctuelles. Et dans ce graphique-là, ce qu'on ne voit pas, puisque c'est des déclarations individuelles, on ne voit pas les prestations familiales qui viendraient aussi réduire l'écart de fardeau fiscal par strate de revenus avec l'Ontario. Mais comme c'est des déclarations individuelles, on ne les a pas considérées. On va maintenant passer aux impôts payés par les sociétés. Donc, le premier graphique que vous voyez porte sur les impôts sur les bénéfices des sociétés. Deux petits commentaires en commençant. On voit le bâtonnet de la Norvège complètement en droite, là, qui est un peu stratosphérique, là, qui est très élevé, qui bat des records tant l'année passée que cette année. C'est en raison de bénéfices exceptionnels dans le secteur de l'énergie. Donc, c'est quelque chose qui est appelé à se résorber dans le temps. Et on voit aussi que le rang du Québec, pour ceux qui étaient là l'année passée, hein, le rang du Québec a descendu un tout petit peu. C'est notamment en raison des révisions qui sont faites par Statistique Canada. Donc, on utilise les données de la dernière année, mais aux sociétés, c'est souvent le cas, c'est là qu'il y a eu la variation, la révision la plus importante. Cela dit, ça ne change pas du tout le portrait global. Le Québec est au 6e rang. Il reste dans le tiers supérieur des juridictions qui utilisent le plus les impôts sur les bénéfices des sociétés. Ce n'est pas le seul prélèvement qui peut être effectué auprès des sociétés, donc on peut penser notamment aux impôts sur les salaires, aux taxes sur le capital. On pourrait aussi penser aux cotisations sociales des employeurs, puis aux impôts fonciers qui sont payés par les entreprises. Mais dans ces deux derniers cas-là, on n'a pas les données dans le cadre du bilan pour les comparer, mais on va le faire sur les deux premiers modes que je vous ai indiqués. Donc, aux impôts sur les salaires, premier constat, c'est que sur les économies avancées de l'OCDE, il y en a la moitié qui n'ont pas ce mode d'imposition-là, qui ne l'utilisent pas. Et même parmi ceux qui l'utilisent, il y en a une pour 10 autres, ça représente moins d'un demi-pourcent du PIB. Donc, il y a seulement on pourrait dire qu'il y a 5 juridictions qui les utilisent un petit peu plus, incluant le Québec et la Suède, qui fait vraiment bande à part à 5 points de pourcentage. Ça a suivi une réforme fiscale qui a eu lieu dans le pays, qui a fait passer partie des impôts sur le bénéfice vers les taxes sur la masse salariale. Le constat est encore le même, mais encore plus important aux taxes sur le capital. Donc, il n'y a que au Luxembourg où est-ce que ce mode de prélèvement-là, ce mode d'imposition-là a une valeur significative, finalement. Bien, ici, on se rappelle qu'il y en avait une taxe sur le capital au Québec aller jusqu'au 2010. Et progressivement, le gouvernement du Québec l'a aboli, mais on s'aperçoit que ce n'est pas un impôt qui est à la mode dans le reste des juridictions. Puis même au Canada, on reste avec un 0,02, mais c'est que certaines provinces qui ont encore une taxe sur le capital provincial. Mais encore là, ça reste marginal. Donc, quand on cumule ces trois modes d'imposition-là, on voit que le rang du Québec est toujours le 6e. Pourquoi? Bien, c'est notamment les deux juridictions qui se démarquaient à l'impôt sur les salaires, donc la Suède et le Luxembourg aux taxes sur le capital dépassent le Québec, mais comme le poids des impôts sur les salaires au Québec est plus élevé que dans la majorité des autres juridictions, on vient dépasser la Nouvelle-Zélande et la Corée, donc on demeure au 6e rang. Lorsqu'on regarde l'évolution, on va se concentrer sur les 10 dernières années. Donc, on voit qu'il y a une tendance à la hausse tant au Québec que parmi les économies avancées de l'OCDE du poids des impôts sur les bénéfices des sociétés. Sur la période, cette tendance-là, elle est plus marquée au Québec. Par contre, sur les 2 dernières années, c'est plus marqué dans la moyenne des économies avancées de l'OCDE. Et d'ailleurs, c'est le prélèvement qui a le plus varié et qui a le plus augmenté en moyenne dans les économies avancées de l'OCDE au cours des 2 dernières années. Alors maintenant, on va aborder les cotisations sociales rapidement. Il n'y a pas beaucoup de diapos à cet égard-là, mais peut-être juste voir que c'est un mode d'imposition qu'on utilise beaucoup moins au Québec et au Canada. Donc, on est sous la moyenne des économies avancées. On peut voir que le Québec l'utilise plus que le Canada, mais on l'utilise à peu près à la même hauteur que les États-Unis, ce qui est quand même assez faible. Et si on voit l'évolution, on était assez proche du Canada sans le Québec jusqu'au début des années 90. Et là, on voit progressivement l'écart s'accroître. Mais malgré tout, tant le Canada sans le Québec que le Québec, on est nettement sous la moyenne des économies avancées. Et donc, il y a une sous-utilisation de cette assiette-là.
Maintenant, un regard aux impôts sur le patrimoine. Donc, le Québec se classe au 10e rang. Mais en premier lieu, qu'est-ce que ça comprend, les impôts sur le patrimoine? Il y a évidemment les impôts sur la richesse, mais aussi les impôts fonciers, les taxes sur le capital, les droits sur les mutations immobilières, les impôts sur les successions. Donc, ce sont ce type de prélèvements-là qui se retrouvent dans l'assiette des impôts sur le patrimoine. Donc, le Québec, comme je vous disais, se classe au 10e rang. Si on se compare, on voit qu'il se situe au-dessus de la moyenne des économies avancées de l'OCDE, puis il est en compagnie notamment des États-Unis, de l'Australie, du Canada, du Royaume-Uni, que vous voyez en vert à l'écran. Et donc, des pays anglo-saxons qui ont comme caractéristique commune d'imposer assez fortement le foncier au niveau local. Donc, on se rejoint de ce côté-là pour ces juridictions-là. Et contrairement à une croyance répandue, les pays nordiques, donc la Suède, la Finlande, le Danemark, la Norvège, l'Islande, sont tous sous la moyenne des économies avancées de l'OCDE, notamment parce qu'on utilise moins le foncier dans ces secteurs-là. Si je vous parle du foncier, bon, on va le voir plus en détail. Le foncier représente la majeure partie des impôts sur le patrimoine qui sont prélevés dans les économies avancées de l'OCDE, puis c'est encore plus vrai au Québec. Vous le voyez, le bâtonnet du Québec, sur le 3,1 d'impôts sur le patrimoine, il y a 2,8 qui provient des impôts fonciers. À l'intérieur du Canada, comment on se compare quant à l'utilisation de l'impôt foncier? Ici, ce que vous voyez, c'est le rang, le premier étant le poids le plus élevé sur les 10 dernières années, à l'impôt foncier seulement, pas aux impôts sur le patrimoine au complet. Donc, on voit que pour la première partie de la période, les 5 premières années, de 2013 à 2017, le Québec occupait le premier rang, donc où le poids des impôts fonciers était le plus élevé au pays. Mais on voit que depuis 2018, on est passé progressivement jusqu'au 4e rang, et donc, notamment en raison de la baisse des taxes scolaires, dont Luc va vous parler un petit peu en conclusion tout à l'heure. Maintenant, quelques diapos sur l'écofiscalité. On fait déjà des travaux annuels à la chaire avec un inventaire sur les mesures écofiscales, mais à l'intérieur du bilan, on a cru bon également avoir quelques données en matière d'écofiscalité. Puis à la lumière de ces données-là, bien, on pourra se poser la question, est-ce qu'on devrait y recourir davantage si tel est le cas? Donc, en premier temps, on montre le poids des recettes des taxes qui sont liées à l'environnement. Donc, encore une fois, vous voyez le Québec, en partant de la gauche, là, il y a États-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande, Irlande, Québec. Donc, on est vraiment des faibles utilisateurs du poids des recettes fiscales liées à l'environnement en proportion de notre économie. On a mis un deuxième Québec en plus assuré, là. Et là, on intègre dans le bâtonnet Québec ici tous les droits d'émission liés au système de plafonnement des échanges qu'on appelle le SPED au Québec, là, parce qu'il n'est pas considéré dans la méthodologie de l'OCDE. Mais comme ça équivaut un peu à une taxe carbone, on l'a inséré ici juste pour voir si ça changeait complètement le portrait. Ça ne change pas complètement le portrait. On reste faible utilisateur des taxes liées à l'environnement, clairement sous la moyenne des économies avancées. Une autre illustration, pour essayer de voir comment on utilise trop peu les mesures écofiscales, c'est les taxes applicables à l'essence. On a le sentiment qu'on paie beaucoup de taxes sur l'essence, mais quand on regarde en sous par litre, bien, on s'aperçoit que, à part les États-Unis, c'est au Québec que les taxes en proportion, en sous par litre qui sont les plus faibles. Donc, clairement, on utilise encore peu. Il faut le garder en tête lorsqu'on aura des idées de recommandations à l'égard du poids des taxes sur l'essence, de son rendement, etc. On va y revenir effectivement un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'il y a dans le bilan? Je vous l'ai dit au départ, le bilan, c'est beaucoup d'éléments. Vous en avez eu un échantillon. Il existe autre chose dans le bilan qu'on n'a pas complètement couvert ou des chapitres qu'on n'a pas vus du tout, qu'on pense aux dépenses fiscales, qu'on pense à un chapitre sur la charge fiscale nette, la fiscalité inégalité. Il existe aussi avec le bilan un outil interactif où vous pouvez aller choisir vos pays pour faire vos propres comparaisons. Donc, vous pourrez aller vous amuser à regarder ce qui se passe. Ce qu'on n'a pas couvert aussi, qui existe dans le bilan, c'est le maudit titulaire. Le maudit titulaire, bien, c'est en l'occurrence, le Godbout. Donc, actuellement, c'est un espace qui est réservé pour faire des réflexions, des observations en lien avec la fiscalité, dans lequel il utilise
ou pas des données qui proviennent du bilan. Donc, je laisse ce dernier petit bout de présentation-là à Luc qui nous présente justement un petit bout de ses observations de cette année. Tout à fait. Donc, c'est un extrait de l'éditorial du titulaire. Et donc, ici, ce qu'on voit, ce sur quoi on va porter notre attention, c'est l'évolution des recettes fiscales de 2017 à 2022. Donc, sur 5 ans, comment évoluent les sources de recettes fiscales? Est-ce qu'ils augmentent tous à la même vitesse? Est-ce qu'il y en a qui augmentent plus vite? Est-ce qu'il y en a d'autres qui augmentent moins vite? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont diminué? C'est ce que nous allons regarder. Et là, ce qui est important, c'est, dans le fond, on l'a fait pour les administrations publiques québécoises, donc le gouvernement du Québec, les municipalités et le régime des rentes du Québec. Et donc, quand on regarde sur la période de 2017 à 2022, la base sur laquelle s'appuient les recettes fiscales, le PIB, en moyenne, a cru annuellement de 5,4 %. Les recettes des administrations publiques québécoises ont cru à un rythme de 5,1 % au cours de ces 5 années-là. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un alourdissement des prélèvements faits par les administrations publiques québécoises. Bon, ça, c'est le premier constat. Un autre constat, c'est en matière de la principale source d'impôt sur le de recettes fiscales, c'est l'impôt sur le revenu des particuliers. Bien, l'impôt sur le revenu des particuliers, au cours de la période, on a tendance à dire que l'impôt sur le revenu augmente au même rythme que l'économie. Oui, mais pas s'il y a des changements dans la structure fiscale. Ici, on n'intègre pas les baisses d'impôts de 2023, mais on intègre par contre les baisses d'impôts de 2017, les changements qu'il y a eu au régime d'imposition du revenu en 2017 et en 2018, si bien que la croissance annuelle moyenne de l'impôt sur le revenu a été plus faible que la croissance de l'économie. Encore une fois. Ici, on rajoute, au lieu de regarder simplement la croissance du PIB, on regarde également une de ses composantes qui est les salaires. À quelle vitesse les salaires ont augmenté au Québec? Donc, c'est une base d'imposition importante. Bien, la croissance annuelle moyenne de la masse des salaires a augmenté à 6,7 % de 2022 par rapport à 2017. Et là, le Québec on a vu avec la présentation de Tommy, on utilise les taxes sur la masse salariale. On a un endroit avec le Fonds de service de la santé qui utilise quand même assez fortement les taxes sur la masse salariale. Et cette taxe-là a augmenté de 5,1 % par année, alors que les salaires ont augmenté de 6,7 %. Encore une fois, en début de période 2018, il y a eu quand même des changements à la baisse en termes de taux de cotisation au Fonds de service de la santé et de seuil, si bien que la taxe a cru moins vite que sa base d'imposition. Par contre, il y a un autre élément qui est basé sur la croissance des salaires. C'est les cotisations au RRQ. Et là, on voit que les cotisations au RRQ ont augmenté en moyenne de 2017 à 2022 de 9,2 %, donc plus que l'augmentation des salaires. Et là, bien ça, faut essayer de l'expliquer. On l'explique en le fait qu'il y a eu la mise en place progressive à compter de 2018-2019. Donc, progressivement, il y a eu en place un régime supplémentaire. Si bien que, oui, les cotisations ont augmenté, si bien que le rendement du régime des rentes du Québec a augmenté, mais ça s'explique par une meilleure couverture. Donc, hausse des rendements, hausse de la couverture, notamment pour les générations futures. Et là, on va aller voir du côté d'une autre base d'imposition, qui est les bénéfices. Donc, les bénéfices déclarés par les sociétés québécoises au cours de la période ont cru annuellement de 4,2 % et les impôts prélevés par le gouvernement du Québec sur ces mêmes bénéfices-là a cru de 5,4 %. Et ça, malgré qu'il y a eu quand même une baisse du taux d'imposition générale. Donc là, on n'a pas l'explication comme telle, mais ça veut dire que c'est une base qui a quand même été en croissance plus rapide. Les recettes ont cru plus rapidement que la base d'imposition. Un autre élément aussi, c'est du côté de la base d'imposition qui est la consommation. Donc, la consommation a augmenté au Québec comme base de 4,2 % en moyenne par année de 2017 à 2022. Et pourtant, les taxes de vente au Québec, la TVQ notamment, la taxe sur les assurances, a augmenté de 5,8 % au cours de la même période.
Là, il n'y a peut-être pas une explication complète, mais il faut se rappeler qu'autour de 2018, autour de 2019, là, on a changé nos façons de percevoir la TVQ auprès des fournisseurs hors Québec. Ça pourrait expliquer une partie de la croissance plus rapide de la taxe par rapport à l'assiette. Donc, des taxes qui étaient mal perçues, qui sont moins mal perçues en partie. Et là, on va aller sur quelque chose d'intéressant. Donc, contrairement à la croyance populaire, la base d'imposition des litres d'essence et de diesel est en diminution au Québec sur la période 2022-2017. Donc, l'assiette aurait été réduite de 0,9 % par année, mais le rendement de la taxe sur l'essence ou la taxe sur les carburants a été en diminution de 2,3 % par année au cours de la période 2017-2022. C'est donc dire qu'on collecte moins de taxes sur les carburants en 2022 qu'on en collectait en 2017. Beaucoup plus forte chute de la taxe par rapport à l'assiette. Ça veut donc dire que il y a des autos, dans le fond, qui pourraient être plus performantes, puis une électrification qui pourrait expliquer une partie de ces résultats-là. Un autre élément qui est en diminution, donc il n'y a pas beaucoup d'assiettes qui est en diminution sur la période de 5 ans, mais on peut se réjouir de voir la taxe sur le tabac aussi qui est en diminution de près de 5 % par année, croissance annuelle moyenne négative de 5 % au cours de la période. Et évidemment, c'est lié avec le fait que les gens sont de moins en moins fumeurs, ils se vendent moins de cigarettes et donc moins de rendement de l'essence. Il reste un dernier point à aborder. Donc, les gens ont souvent le sentiment que les taxes foncières augmentent à chaque année. Eh bien, au cours de la période 2017-2022, la valeur foncière uniformisée comme base d'imposition a augmenté, croissance annuelle moyenne sur 5 ans, de 5,7 %, alors que les taxes foncières durant la même période ont augmenté de seulement 0,6 %. Bon, là, comment c'est possible? Bien, ça s'explique en partie par une décision du gouvernement du Québec de jouer dans la taxation scolaire, la taxe scolaire. Il y avait un premier geste qui avait été fait en 2018, qui avait été d'uniformiser les taux au sein d'une même région. Par la suite, ramener le taux à l'ensemble du Québec au taux le plus bas. Ce taux-là a été réduit progressivement, si bien que si on regardait juste la taxe scolaire, c'est une diminution moyenne de 13 % par année qui est en diminution durant la période. Et là, si on se concentrait sur les impôts fonciers des municipalités, la croissance annuelle moyenne tourne autour de 2,4 %. Ça reste inférieur à la croissance de la valeur foncière uniformisée. Et donc, il faut garder ça à l'esprit. Les municipalités, en faisant le choix de ne pas aller s'accaparer l'espace libéré par les taxes scolaires, ont vu le poids de l'impôt foncier diminuer dans l'ensemble des prélèvements fiscaux ou même en proportion de l'économie québécoise. Merci beaucoup, Luc et Tommy. On a dépassé un peu notre temps. Je pense que c'est pas grave, puis je vais quand même en profiter, faire les choses correctement, puis je vais quand même vous poser une question chacun. À la limite, ça sera au bénéfice de ceux qui le réécouteront parce que la captation va être rendue disponible. La publication complète, je tiens à noter qu'elle est sur le site de la Chaire dès maintenant, donc vous pouvez y avoir accès, ainsi qu'à l'outil en ce moment. Donc, deux petites questions avant de conclure au complet notre présentation. Tommy, on a parlé au début beaucoup des annonces fiscales. Il y a eu beaucoup d'annonces fiscales. Mais on en retient quoi exactement? Il y a un mot sur les annonces de 2023, on retient quoi? Bien, peut-être en lien avec ce que Luc vient de mentionner également, dans le document, si vous le consultez, à la fin, il y a une section qui recense une après l'autre l'ensemble des annonces fiscales, puis leur effet attendu sur les recettes fiscales. Puis cette année, on remarque que la très grande majorité pointe vers le bas, donc vers une diminution des recettes fiscales. Dans un contexte où, comme le ministre le présentait, ou comme Luc l'a aussi présenté, de décrochage dans certains cas entre les bases fiscales puis les recettes, on vient se priver d'une certaine marge de manœuvre là, avec toutes ces recettes qui sont à la baisse. Donc, c'est peut-être ça qu'il y a à retenir pour cette année rapidement. Donc, si on regarde le passé, Luc, je te relancerai pour dire un petit regard prospectif des souhaits. Qu'est-ce qu'on s'attend dans le budget en 2024 d'un point de vue fiscal? Y a-t-il quelque chose que tu peux brièvement mettre de l'avant?
je vais garder mon souhait peut-être un peu pour plus tard, mais ce qu'on s'attend, c'est que ça va être un budget, le ministre l'a dit, ça va être un budget difficile. Le plan de retour à l'équilibre qui a été présenté dans le budget de mars 2023, déjà quand on regardait la mise à jour économique, les réserves pour éventualité avaient fondu beaucoup. Et là, il y a une nouvelle entente avec la fonction publique qui va faire en sorte qu'il va y avoir une pression sur les dépenses. Donc, le ministre a tout un défi pour rééquilibrer son budget et maintenir un plan de retour à l'équilibre budgétaire. Si bien que c'est quand même un changement. C'est quand même ça peut-être le plus difficile en termes de préparation budgétaire. Il a dit au début de la conférence, tous les budgets sont difficiles, mais je présume que ceux des premières années, avec une marge de manœuvre plus grande, avec des annonces positives à annoncer du côté de la fiscalité, était quand même plus facile à faire que celui qu'il va avoir à préparer dans les prochaines semaines. Il y a aussi l'écart de richesse avec l'Ontario, donc qui est un objectif du premier ministre et du ministre des Finances. Et là, lorsqu'on regarde ça, bien, il n'est pas en voie de l'atteindre. Quand on prend les dernières données de la mise à jour économique du Québec et de l'Ontario, il dit que l'objectif est ambitieux, mais l'objectif est même difficile à atteindre. Donc, il va falloir qu'il y ait des nouveaux gestes qui soient posés, et c'est peut-être dans le budget, s'il veut essayer d'accroître la productivité, toujours des gestes qui vont peut-être être davantage du côté, c'est ça, de la côté de la productivité plutôt que de la côté de simple réduction fiscale. Bien, merci beaucoup pour ce regard dans les deux sens de 2023-2024. Donc, on est rendu à la fin. Donc, je tiens à remercier d'abord vous qui avez été présents. On a déjà plein de bons mots. Fait qu'on est content de notre publication. C'est une publication importante à la chaire, d'où ce lancement-là. Donc, merci de votre participation nombreuse. J'en profite pour remercier de nouveau nos partenaires financiers, donc l'Association de planification fiscale et financière, l'Ordre de CPA du Québec, ainsi que nos partenaires de diffusion qui sont aussi très importants. On se dit donc à la prochaine pour les prochaines activités. Surveillez, on en a régulièrement des activités, donc restez aux aguets à cet égard-là. Et merci Luc et Tommy. Merci pour votre participation à tous. Au revoir. Merci à tout le monde.